Voilà, donc tu es enregistré, tu as Bon, jusqu'à 12h30. ok, bon, bah, Allez, très bien. Alors bonjour à tous, merci Pascal, à tout à l'heure. Donc du coup, moi je vais vous parler des cardiopathies conotroncales, mais sur le versant pédiatrique, du fœtus à l'enfant. Et Zakaria Jalal, vendredi, vous parlera de la suite chez l'adulte. Nous avons tout ce qui est troubles rythmiques et puis les problèmes de revalvulation. Donc, hop là. Hop, voilà. Donc, les cardiopathies conotroncales, on va parler en pratique de la tétralogie de Fallot. Alors, les anglo-saxons appellent ça la tétralogie de Fallot avec sténose pulmonaire, parce qu'il différencie les autres tétralogies de Fallot, que nous on appelle atrésie pulmonaire avec CIV, les anciennes APSO, que eux appellent tétralogie de Fallot avec atrésie pulmonaire, et puis ils nomment aussi tétralogie de Fallot avec absence de valve pulmonaire, ce que nous on appelle les agénésies des valves pulmonaires. On parlera, donc tout ça, c'est des cardiopathies qui sont très voisines, très similaires. Et puis on parlera du tronc artériel commun, le truncus arteriosus. En revanche, on ne parlera pas de l'interruption de l'arche aortique, parce qu'elle est déjà traitée dans un autre cours. Et on ne parlera pas non plus de certains ventricules droits à double issue, les formes tardives qui peuvent rentrer dans le cadre des cardiopathies conotroncales. Alors, embryologiquement, les cardiopathies conotroncales sont dues à une anomalie qui va se situer, un problème embryologique qui va se situer au moment du wedging, c'est-à-dire avant J50, c'est au moment de la septation cardiaque. Le primum movens, c'est un défaut de migration, vous l'avez vu avec le celluliel, un défaut de migration des cellules de la crête neurale qui vont être responsables d'un défaut d'adjonction de myocarde par les cellules de l'aire cardiaque antérieure. Donc du coup, on va avoir un problème au niveau des voies d'éjection, il va y avoir un défaut, une anomalie au niveau du wedging. Vous savez, le wedging qui est la rotation de l'anneau aortique autour de l'anneau pulmonaire pour venir un petit peu en avant et se situer entre les valves mitrales et tricuspide. Et du coup, ce défaut de wedging va être responsable d'une anomalie de la septation conale. Donc, vous connaissez... Alors, je vais ça. Voilà. Donc, pardon. Donc, vous connaissez ce schéma de Lucille qui va vous montrer les différentes étapes embryologiques avec ici le wedging qui va, qui va consister en un déplacement du culot aortique, de la voie d'éjection gauche, dans le sens anti-horaire et qui va venir se placer devant la voie d'éjection finalement droite. Normalement, le septum conal, c'est la partie du septum interventriculaire qui est située entre les valves aortiques et pulmonaires. Donc, le septum conal, il est ici montré par la petite astérisque. Il se situe entre les deux bandes du Y de la bande septale, donc les deux parties postérieures et antérieures du Y de la bande septale. Pour rappel, ici, c'est un ventricule droit qui est ouvert. On voit ici la tricuspide avec les piliers, la bande septale, la bande modératrice, la bande pariétale, et ce septum conal, il est situé ici. Les anomalies de formation du septum conal vont être responsables inévitablement d'une CIV de l'outlet ou CIV conoventriculaire, ce qu'on appelait avant le CIV conal. Donc, voici ici une CIV conoventriculaire qui est bien située entre les deux bandes du Y enfin les deux branches du Y de la bande septale. Et on remarque d'emblée ici qu'on voit la voie de sortie gauche, la valve aortique, alors que la valve pulmonaire est ici. Donc ça, c'est vraiment le dénominateur commun des cardiopathies conotroncales, le fait qu'il y ait une CIV de l'outlet. Cette CIV, elle est associée inévitablement aussi à un malalignement du septum conal, puisque c'est ce malalignement qui est responsable de la CIV. En gros, normalement, vous le savez, le septum conal qui existe entre le culot aortique et le culot pulmonaire doit venir rencontrer lors de l'embryogénèse le septum qui va naître de la pointe du ventricule. Et c'est cette jonction des deux septa qui va faire qu'il y a un bon cloisonnement ventriculaire.
Si effectivement on a un mal-alignement du septum conal du fait de ce défaut de migration des cellules de la crête neurale, eh bien on va avoir une CIV qui est située ici au niveau du conus, une CIV par mal-alignement. Alors voici les différents types de cardiopathie conotroncale de façon très schématique. Ici, lorsque bien la septation est incomplète, même s'il n'y a pas de mal-alignement, on va parler de CIV conale, mais du coup sans obstacle sous la voie pulmonaire. Donc c'est un peu ce qu'on appelait avant les tétralogies de Fallot roses ou les CIV avec aorte à cheval. Lorsque le septum conal va partir un peu plus vers l'avant et la droite, eh bien, on va avoir une petite obstruction sous la voie pulmonaire et on rentre dans le cadre de la tétralogie de Fallot. Lorsque cette déviation est beaucoup plus marquée, elle va complètement barrer la voie de sortie du ventricule droit, elle va être responsable d'une atrésie de la valve pulmonaire. Donc c'est les absaux, les anciennes absaux, ou atrésie avec CIV, ce que les anglo-saxons désignent sous le terme de tétralogie de Fallot avec atrésie pulmonaire. Lorsque finalement il n'y a pas eu de septation conale, parce qu'il n'y a même pas eu de septation atrioventriculaire, on rentre dans le cadre du tronc artériel commun, où les deux vaisseaux naissent ensemble avec une valve commune qu'on dit valve troncale. Ici, on est dans le cadre, mais on n'en parlera pas, des interruptions de l'arche aortique de type B avec CIV. Et puis, ici, on est dans le cadre de certaines malpositions des gros vaisseaux, type VDTI. Donc, on ne parlera pas de ces deux cardiopathies-là qui sont traitées dans d'autres cours. Alors, si on regarde un petit peu le diagnostic prénatal des cardiopathies, Vous nous entendez? Oui. Oui, en fait, on a le son. Ouais, il y a eu un bug. Yeah. Est-ce que ça remarche? Hein, voilà. Là, il est revenu. Ça remarche? Là, il n'y a pas encore la présentation, normalement. Est-ce que vous... mais le son, vous l'entendez, c'est parfait. Là. La présentation, c'est bon? Là, pas encore, non. Ah, d'accord. Je vais remettre. Partager l'écran. Tac, tac. Là, c'est bon? Ça marche très bien. Merci. Voilà. Donc, on s'était arrêté là, je pense? Ça avait été interrompu là? Oui. Ouais, d'accord. Donc, ce que je disais, là, c'est que finalement, le diagnostic prénatal, il aboutit seulement dans 8% des cas à une interruption médicale de grossesse, alors même que la survie est excellente lorsque ces bébés ces grossesses vont à terme. Et bien ça s'explique en fait par le fait que ces cardiopathies conotroncales, elles sont fréquemment associées à des anomalies chromosomiques qui peuvent rentrer dans le cadre d'un syndrome, par exemple la délétion 22q1.1 qui caractérise le syndrome de Di-George, mais par exemple dans la tétralogie de Fallot, il y a aussi des trisomies 21, 18, 13 qui font la gravité du pronostic, du diagnostic qu'on va faire en anténatal. Donc, ce diagnostic anténatal, alors ça c'est une diapositive en général interactive où on demande aux étudiants quelles sont les possibilités en cas de cardiopathie conotroncale qu'on diagnostique avant la naissance, savoir si on poursuit la grossesse de façon normale et peu importe le lieu d'accouchement, si on organise la naissance pour que ça se passe dans une structure spécifique, si on peut faire un traitement in utero, si c'est accessible, on peut proposer une IMG ou si en fait on fait souvent un accompagnement à la naissance. Donc je vous épargne le côté interactif. Et évidemment, les cardiopathies conotroncales, elles doivent naître dans des structures spécifiques,
des maternités de niveau 3 avec avis cardiopédiatrique qui est facile. Et puis, dans un certain nombre de cas, on va proposer une IMG, soit parce que la cardiopathie en elle-même est trop complexe et de mauvais pronostics, soit le plus souvent parce qu'elle est associée à un syndrome. Donc, c'est ce qu'on disait, accouchement en maternité de niveau 3, avec une unité de cardiopédiatrie idéalement qui n'est pas trop loin, possibilité de cardiopédiatre sur place, puisque les cardiopathies conotroncales font partie des cardiopathies à risque, alors que ce soit les phallos ou l'atrésie pulmonaire avec CIV, parce que c'est potentiellement ductodépendant, enfin l'atrésie pulmonaire avec CIV, oui, elle est potentiellement ductodépendante, et puis dans les troncs artériels communs et l'agénésie des valves pulmonaires, la tolérance néonatale est incertaine et l'adaptation peut être délicate, comme on verra par la suite. Le diagnostic prénatal il est très important. Alors déjà, Bertrand Stoss a dû vous en parler, mais il peut se faire dès 22 semaines et jusqu'à 40 semaines. Donc on a 4 mois pour préparer les parents à la naissance, leur expliquer comment va se passer la prise en charge de leur bébé à la naissance et puis quelle va être sa vie potentiellement après. Et c'est très important pour que ces parents puissent réinvestir la grossesse après le coup de bambou en général qu'ils ont reçu à l'annonce du diagnostic. Donc, c'est un moment qui est très important, le diagnostic prénatal, et qui peut être fait relativement précocement, qui doit être le plus précis possible parce que le diagnostic précis peut déboucher ou non sur une proposition d'interruption médicale de grossesse lorsque la cardiopathie est trop compliquée à gérer ou n'est pas curable. Alors, si on les prend dans l'ordre, le premier, c'est la tétralogie de Fallot. Donc, tétralogie de Fallot, vous savez, c'est un médecin marseillais qui l'a décrite en premier. Tétralogie parce qu'il a mis en évidence 4 anomalies. Donc, une CIV de l'outlet, une CIV conale, du fait de la déviation antérieure et droite du septum conal, ce qui veut dire qu'il y a également une dextroposition de l'aorte. L'aorte est à cheval sur la CIV. Cette déviation du septum conal est responsable d'un obstacle au niveau de la voie d'éjection du ventricule droite, donc une sténose qui peut être sous-pulmonaire, valvulaire ou même supravalvulaire, ou les trois à la fois, et puis une hypertrophie ventriculaire droite. Et en fait, cette tétralogie, vous le savez, on vous l'a déjà répété, c'est en fait une monologie puisque tout est lié à cette déviation antérieure et droite du septum conal pendant la vie fœtale. À gauche, ici, le ventricule droit normal, on l'a vu tout à l'heure, avec l'astérisque qui représente le septum conal. À droite, une vue ventriculaire droite d'une tétralogie de Fallot, avec ici, vous voyez cette CIV qui est bien située entre les deux branches du Y de la bande septale. La bande septale est ici. Oh, pardon. La bande septale est ici. La valve tricuspide est là. Et on voit d'emblée que on visualise la valve aortique là, qui est à cheval sur cette CIV et la valve pulmonaire qui est située par ici. Voici la concordance avec une image scanographique où l'on voit effectivement l'aorte, la valve aortique qui est à cheval sur la CIV qui est située ici, et puis le septum conal ici qui est parti vers l'avant et qui vient boucher la voie d'éjection du ventricule droit, c'est-à-dire l'infundibulum. Alors voici ce que ça donne en échographie fœtale. C'est une espèce de cavité, enfin c'est pas une cavité, une cavité tronquée. On voit ici une CIV située à proximité immédiate d'un gros vaisseau. On voit ce gros vaisseau qui semble être une aorte, puisqu'il y a une crosse qui commence ici, gros vaisseau qui est à cheval sur la CIV. Et puis, toujours en échographie fœtale, on va remarquer une discongruence entre les deux anneaux aortiques et pulmonaires, avec une hypoplasie plus ou moins marquée de la valve pulmonaire et un obstacle sur la voie pulmonaire qui est déjà visualisé grâce au Doppler anténataux ici à 21 semaines.
lors du diagnostic prénatal, enfin lors de l'écho fœtal, ce qui va être très important, c'est de mesurer, vous savez, les Z-scores en fonction du terme, donc de l'âge gestationnel, ou en fonction de la biométrie fœtale, par exemple de la longueur fémorale. Parce qu'il n'y a que comme ça que vous pourrez dire cette valve est hypoplasique ou elle a un anneau normal. Ces artères pulmonaires sont hypoplasiques franchement ou un petit peu hypoplasiques. Et ça, c'est très très important pour savoir si c'est d'ores et déjà une thyroïde fallo régulière ou irrégulière, et puis pour commencer à donner un pronostic quant à la réparation de cette tétralogie de Fallot. Donc les tétralogies de Fallot, on les distingue en forme régulière et forme irrégulière. Forme irrégulière parce que tout ce qu'il y a d'associé peut compromettre la réparation d'emblée qui sera faite par le chirurgien. Donc on parle de forme irrégulière lorsqu'il existe des CIV multiples, lorsqu'on a une anomalie au niveau des artères coronaires, on va en reparler après, lorsqu'on a un obstacle sur la voie droite qui est sévère, parfois qui peut confiner à l'atrésie pulmonaire ou une atrésie pulmonaire fonctionnelle, et puis lorsqu'on a une anomalie sur les artères pulmonaires, c'est-à-dire que parfois on n'a qu'une seule artère pulmonaire, une artère pulmonaire unique, parfois on a des sténoses qui sont importantes dès la période anténatale sur les artères pulmonaires, et puis on peut avoir une artère pulmonaire qui ne naît pas du bon endroit, qui naît par exemple de la hanche. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Il y a d'autres anomalies associées qui ne font pas dire que c'est une tétralogie Fallot irrégulière, mais fréquemment on retrouve une veine cave supérieure gauche, une crosse aortique qui va se dérouler vers la droite, et puis un shunt par exemple atrial qui peut être relativement large. Les artères coronaires, ça c'est celui-là qui avait bien montré, n'ont pas une disposition normale dans l'ensemble des cardiopathies conotroncales, tout simplement parce que c'est lié à ce défaut de wedging. Donc, ici, à droite toute, on a la disposition normale des artères coronaires avec, chez un sujet normal, envers la coronaire droite, en noir la coronaire gauche. Et on voit ici qu'on a une rotation anormale des ostia coronaires dans toutes les tétralogies de Fallot. Donc ici, tétralogie de Fallot avec atrésie pulmonaire, c'est l'absto. Tétralogie de Fallot normale, ici, ce sont les VDDI, et puis là, le trou artériel commun. Ce qui fait que dans 5 à 6% des cas, on a une disposition anormale des artères coronaires, enfin on a une naissance anormale, pardon, des artères coronaires. Alors ça, c'est la naissance normale de notre tétralogie de Fallot. On voit une coupe ici, petit axe centré sur la valve aortique, les deux branches pulmonaires qui sont symbolisées ici, puis voilà le tronc coronaire gauche, l'IVA, la circonflexe, le tronc coronaire droit. On a quasiment tout le temps une branche infundibulaire qui est de plus ou moins petite taille, ici de petite taille, ici de grosse taille, qu'il est parfois difficile à distinguer d'une IVA, par exemple. Mais ça, ce sont des dispositions coronaires normales dans la tétralogie de Fallot. Et puis, dans 5 à 6% des cas, on peut avoir une autre disposition coronaire, soit l'IVA qui va naître directement de la coronaire droite, soit une IVA qui naît de la coronaire droite et une IVA qui naît normalement de la coronaire gauche, soit une artère coronaire droite unique qui va donner naissance à la fois à l'IVA et à la circonflexe, soit une artère coronaire gauche unique qui va donner naissance à la coronaire droite. Alors, voici un exemple ici d'IVA qui, alors ici c'est la coronaire gauche qui naît de la circonflexe, on va revenir un petit peu, et là c'est la coronaire droite qui naît de la coronaire droite, et ici l'IVA. Donc, IVA qui naît de la coronaire droite, dans le cas d'une tétralogie de Fallot, c'est un scanner. Voici ce que ça donne à l'échographie. Alors les boucles ne passent pas toujours très bien, mais on voit très bien la coronaire droite qui est petite, et si ça remarche, non, ça n'aurait pu remarcher. Vous voyez l'IVA qui partait, mais j'en ai une autre après, de la coronaire droite. Alors, cliniquement, lorsque le diagnostic anténatal est fait, on organise la naissance et puis il n'y a pas de surprise. Le diagnostic postnatal n'est pas si rare que ça. Et c'est des enfants qui vont présenter un souffle systolique à la naissance avec une cyanose qui, en général, n'est pas visible chez le nouveau-né, sauf si, on peut la mettre en évidence grâce à l'oxymètre de tout, mais ce n'est pas encore généralisé, c'est un des projets. Les malaises, finalement, sont peu fréquents chez le nouveau-né, et puis, de temps en temps, le signe d'appel, ça va être une autre malformation dans le cadre d'un syndrome polymalformatif, de type DiGeorge, trisomie 21, par exemple.
Le souffle systolique est entendu au foyer pulmonaire, c'est normal parce qu'il y a une sténose sur la voie d'éjection du ventricule droit. Les malaises concernent les enfants qui vont grandir un petit peu parce que cette sténose infundibulaire, au fur et à mesure, va se majorer. Et la sténose, là, les malaises de Fallot, alors ce ne sont pas des, on décrit classiquement des malaises avec grande cyanose, des enfants qui ne vont pas bien. Et en pratique, ce n'est pas ça. Lorsqu'on les recherche à l'interrogatoire, en interrogeant les parents, eh bien, ce sont des bébés qui vont se mettre à pleurer, pas forcément pour une vraie raison, et c'est des pleurs qui vont être incalmables, qui vont durer 3/4 d'heure, 1 heure, un bébé qui va être un petit peu en furie, et puis qui, à un moment donné, va complètement s'arrêter de pleurer, il va être tout pâle, et puis il va dormir pendant un certain temps. En fait, ça, c'est un vrai malaise de Fallot chez ces petits patients qui ont des Fallot. Et c'est ça qu'il faut rechercher à l'interrogatoire lorsque ça arrive régulièrement. Et c'est dû au fait que sous l'imprégnation adrénergique, la sténose infundibulaire qui est déjà importante va se majorer. C'est une sténose dynamique qui va être majorée par l'impression adrénergique et puis par le fait que la fréquence cardiaque va devenir très élevée, que le ventricule droit n'aura pas le temps de bien se précharger et que finalement ce volume d'éjection va être un peu moindre et ne va pas permettre de passer cet obstacle infundibulaire. Donc, si on scope ces enfants, on va avoir des enfants qui pleurent, qui ont une accélération de la fréquence cardiaque, une saturation qui va chuter en deçà de 60% en général, en sachant qu'en dessous, la plupart des scopes en général ne sont pas fiables. Donc, on va avoir des saturations à moins de 60%. La facilité serait de dire, en fait, c'est le scope qui ne marche pas, mais en réalité, c'est des saturations vraiment très basses. Les enfants ne sont pas bleus, ils sont plutôt pâles, mais ils sont pas bleu marine, ils ne sont pas violets. Et puis, lorsqu'on ausculte, il n'y a plus de souffle, parce que la sténose infundibulaire est tellement importante qu'il n'y a plus de passage quasiment VD-AP. Donc, il n'y a plus de souffle. Le traitement, on va en parler après, ça va être de diminuer la fréquence cardiaque et de diminuer cette imprégnation adrénergique. Et puis, lorsque cette sténose infundibulaire est trop marquée, il n'y a plus de passage VD-AP, ces enfants finissent par syncoper. Donc, on va parler du traitement du malaise après. Pour les enfants, pour les Fallot qui sont évolués, eh bien, on va avoir des signes d'hypoxie, de cyanose chronique, avec l'hypocratisme digital. On voit ici les doigts en baguette de tambour, les verres dépolis. Et puis des enfants qui vont régulièrement squatter lorsqu'ils sont en âge de marcher. Squatter parce que ça leur permet, lorsque le malaise commence à survenir, d'augmenter le retour veineux systémique. Donc, augmenter le retour dans l'oreillette droite, finalement, de mieux précharger le ventricule droit. Et une meilleure précharge du ventricule droit va permettre de lutter contre cet obstacle majeur et de réouvrir un peu l'infundibulum. Donc, ce sont des enfants qui ont trouvé spontanément un moyen de lutter contre ces malaises en squattant. Ils marchent et ils se mettent accroupis régulièrement parce qu'ils sont en train de commencer un malaise. La croissance staturopondérale, en général, est préservée. Le développement psychomoteur est le plus souvent normal, hormis lorsqu'il y a des syndromes associés. Lorsqu'il y a un syndrome de Guy-Georges, eh bien, du fait de l'athymie ou du tout petit thymus, on va avoir un déficit immunitaire et puis en général une hypocalcémie. Donc, c'est des signes qui peuvent nous faire penser au Guy-Georges. Et puis, exceptionnellement, dans les tétralogies de Fallot très, très évoluées avec une cyanose chronique, on peut avoir des emboles paradoxaux avec des abcès cérébraux, mais ce sont des choses qui sont vraiment exceptionnelles. Le diagnostic, il est échocardiographique. Et puis après, on verra les indications des autres techniques d'imagerie type scanner, CT, IRL. L'électrocardiogramme, il va nous montrer une hypertrophie ventriculaire droite. C'est important d'avoir des électros pré-op pour pouvoir les comparer aux électros post-op, parce que vous le verrez après, Zach vous en parlera vendredi, mais le pronostic qui sera sur les troubles du rythme ventriculaire et l'électro a toute son importance dans ce cadre-là.
La radiographie thoracique que vous faites chez un bébé qui a un falot montre classiquement un cœur en sabot, parce qu'en fait, il y a une pointe sus-diaphragmatique qui signe l'hypertrophie ventriculaire droite. Et puis, il s'agit d'une cardiopathie avec hypodébit pulmonaire, donc il y a une raréfaction de la vascularisation pulmonaire. De temps en temps, on peut voir une crosse aortique droite sur la radio de thorax. Alors, je vais juste peut-être... voilà. Pardon, je vais juste passer comme ça parce que ça passe pas toujours très bien quand on le met en grand. Alors, à l'échographie, ici, on a une vue sous-costale avec le ventricule gauche ici, ventricule droit, puis on voit d'emblée qu'il y a une accélération au niveau de l'infundibulum, au niveau ici de l'os infundibulé, du début de l'infundibulum. Pour l'instant, il pourrait s'agir juste d'une sténose sous-valvulaire pulmonaire. Et en fait, sur cette vue-là, on voit très bien qu'il y a une ventricule gauche ici, ventricule droit, la CIV ici située sous les gros vaisseaux, avec une aorte qui est un peu à cheval sur la CIV, une aorte dextroposée. Pour l'instant, on n'a pas encore l'image de la déviation du septum conal. Ici, c'est une vue ventriculaire droite où on voit le départ de l'infundibulum. C'est la même de l'autre côté où on voit un peu mieux, là, ici. On a l'aorte, le septum conal ici, qui est clairement dévié vers l'avant. Et puis, l'accélération qui commence dès l'infundibulum, mais vraisemblablement une sténose qui doit exister aussi au niveau de l'anneau pulmonaire, et puis après pour l'artère pulmonaire et les branches, il faut d'autres vues. Donc ça, c'est vraiment la vue typique du falot en sous-costal, avec l'aorte ici, le septum conal qui est dévié vers l'avant, et la voie pulmonaire qui est écrasée par ce septum conal. En parasternal grand axe classique c'est la vue oreille gauche, ventricule gauche, et puis cette aorte qui est à cheval sur la CIV. Alors, juste un petit aparté pour dire qu'avec cette vue-là, on ne peut pas faire le diagnostic de thyroïde fallo. Cette vue-là, il y a 5 diagnostics possibles. Le premier diagnostic, c'est CIV avec aorte à cheval, mais sans sténose de la voie pulmonaire. Donc, ce n'est pas un fallo. Le deuxième, c'est tétralogie fallo. Le troisième diagnostic possible avec cette vue-là, c'est tétralogie fallo avec atrésie pulmonaire, donc les absceaux. Le quatrième diagnostic, c'est agénésie des valves pulmonaires. Et le cinquième, c'est 3 artéricoles. Donc, cette vue-là ne suffit pas à affirmer tétralogie fallo. Elle suffit juste à affirmer qu'il y a une cardiopathie conotroncale, puisque cette CIV était en position conoventriculaire. La vue petit axe ici, donc centrée sur la valve aortique, et on voit clairement, on verra mieux sur une autre vue, l'accélération au niveau de la voie pulmonaire, l'anneau pulmonaire, la valve pulmonaire est ici, et puis cette artère pulmonaire qui se divise en 2 branches. Il y a bien un passage VDAP, donc c'est bien une tétralogie de Fallot, ce n'est pas une tétralogie de Fallot avec atrésie pulmonaire, ce n'est pas une absceau, autrement on n'aurait pas de passage VDAP. Une autre vue, petit axe, où on voit mieux ici, donc là c'est l'aorte, on voit la CIV, le septum conal qui est complètement dévié à droite et qui bouche la voie VDAP, l'accélération qui se situe ici au niveau de l'infundibulum. Après, cette vue est tronquée, on ne voit pas, on devine l'anneau pulmonaire, la valve pulmonaire, mais on ne voit ni l'artère pulmonaire ni les 2 branches de l'artère pulmonaire. Donc ça, la vue qui nous montre à la fois la CIV, la déviation antérieure et droite du septum conal. Alors, pardon, on avait vu tout ça, je passe. Voilà. Lorsqu'on s'aligne sur la voie pulmonaire, sur l'infundibulum, on va avoir un flux Doppler qui est typique, avec une accélération du flux, il y a une sténose, il y a une obstruction, et ce flux, il a souvent un double contour. Alors, le premier contour en doigt de gant, c'est parce qu'il existe le plus souvent une sténose au niveau de la valve pulmonaire. Mais de temps en temps, il n'y a pas de sténose sur la valve pulmonaire, mais c'est vraiment l'accélération en doigt de gant qu'on voit ici. Et puis l'autre accélération, c'est celle qu'on dit en lame de sabre, qui est une accélération dynamique, l'obstruction qui va augmenter au fur et à mesure de la systole ventriculaire droite et qui correspond à la sténose infundibulaire. L'infundibulum, c'est du muscle, et au fur et à mesure de la systole, ce muscle va s'épaissir et va venir boucher la sortie du ventricule droit. Donc,
la sténose, enfin l'accélération en lame de sabre, elle est typique de la sténose infundibulaire, elle est typique d'une sténose dynamique. Le scanner n'est pas obligatoire pour les formes néonatales pour lesquelles on n'a aucun doute échographique, une bonne fenêtre échographique, et lorsqu'il s'agit d'une forme régulière. Dès lors qu'il s'agit d'une forme irrégulière, il peut quand même être intéressant, si on a un doute à l'échographie, il peut être intéressant de faire un scanner, parce que la prise en charge peut différer grandement pour le chirurgien. S'il existe par exemple une sténose bilatérale des artères pulmonaires, si ici il y a une sténose marquée de l'artère pulmonaire gauche, quasiment complètement bouchée, s'il existe une artère pulmonaire droite ici, vous voyez, donc c'est l'infundibulum, l'artère pulmonaire, il n'y a qu'une artère pulmonaire droite unique, ou bien s'il y a une coronaire droite qui va naître, qui va venir croiser ici l'anneau pulmonaire. Ça, pour le chirurgien, c'est important de le savoir avant la chirurgie. Donc voici ici, je vous en parlais tout à l'heure, une IVA, donc l'anneau aortique est ici, et puis une IVA ici qui va naître de la coronaire droite et qui va venir croiser l'anneau pulmonaire. Alors ça a toute son importance parce que pour le chirurgien, ce n'est pas forcément la même réparation, on en parle après. Donc à la naissance, il y a des formes qu'on dit ductodépendantes, lorsque la sténose sur la voie pulmonaire est trop importante, qu'il n'y a pas assez de débit pulmonaire. Le débit pulmonaire ne peut être assuré que par la perméabilité du canal artériel, et donc ces formes-là, ductodépendantes, vont nécessiter une prise en charge néonatale précoce, avec administration de prostine, vous le savez, jusqu'à ce qu'on puisse faire une chirurgie palliative. Et puis, il y a des formes non ductodépendantes qui doivent pouvoir attendre plusieurs mois avant la cure complète. Les malaises de Fallot, lorsqu'ils surviennent, je vous en ai parlé tout à l'heure, le traitement, c'est d'aller contrôler l'imprégnation adrénergique et de diminuer la fréquence cardiaque. Donc, le traitement classiquement, c'est de mettre une voie veineuse périphérique ou centrale si vous en avez sous la main, et puis d'injecter du propranolol, un bêta-bloquant, en IVD, enfin en IVL, en faisant une dilution de 1 mg dans 10 ml, et puis vous injectez cela en scopant le patient jusqu'à ce que la fréquence cardiaque se mette à diminuer. Vous allez voir de façon concomitante la saturation qui va augmenter, et puis si vous auscultez en même temps, vous verrez réapparaître le souffle parce que l'infundibulum va se réouvrir. Donc ça, c'est le traitement du Fallot lorsque vous avez une voie veineuse sous la main. Si jamais l'enfant n'est vraiment pas bien et que vous n'avez pas de voie veineuse, le traitement, ça va être de le calmer au maximum, de baisser cette imprégnation adrénergique, et vous pouvez faire du Valium par voie intrarectale pour essayer de le calmer. En pratique, on arrive toujours à s'en sortir d'un malaise de Fallot. On peut aller jusqu'à l'intubation pour complètement calmer les enfants. Et c'est exceptionnel qu'il soit nécessaire de réaliser une chirurgie en urgence pour le malaise de Fallot. Et je pense même que c'est pas parce qu'on hypothèque les chances de l'enfant d'opérer en urgence un enfant qui ne va pas bien. C'est jamais bon. Il faut mieux le stabiliser avant. Alors, est-ce qu'on peut prévenir ces malaises de Fallot chez des enfants qui ont une sténose infundibulaire déjà marquée? Est-ce qu'on peut les prévenir en donnant par exemple du propranolol par voie orale à la maison? C'est très controversé. En pratique, si on connaît la biodisponibilité, la biodynamie du propranolol, le donner 3 fois par jour, c'est-à-dire qu'il y a des périodes dans la journée où l'enfant n'est pas couvert par le bêta-bloquant et il peut tout à fait faire des malaises. Ça, c'est le premier point. Donc, l'efficacité, elle est très théorique. Le deuxième point, c'est qu'à partir du moment où l'enfant a une sténose infundibulaire très marquée, peut-être qu'il faut aller faire un geste chirurgical ou par cathétérisme ou hybride, plutôt que de le laisser à la maison et de ne pas l'avoir sous les yeux et prendre le risque qu'il fasse un malaise un peu plus sévère. Donc, la prévention des malaises par propranolol péros, il y a beaucoup d'équipes qui le font. À Bordeaux, par exemple, on est très dubitatif et en gros, dès qu'il y a des malaises, on va aller intervenir. Les autres petits moyens, pardon, je n'en ai pas parlé pour traiter les malaises de Fallot, ça va être de calmer le bébé, mais bon, une fois qu'ils sont très énervés, c'est un peu difficile. Et puis, surtout de mettre les jambes en l'air ou d'appuyer doucement sur le foie pour essayer d'augmenter le retour veineux systémique. C'est un équivalent de squatting.
Alors, les traitements qu'on va pouvoir proposer à ces enfants, les traitements chirurgicaux, les traitements palliatifs avec le Blaloc, que vous connaissez bien, qui est une anastomose que l'on va créer entre l'artère sous-clavière droite, par exemple, et l'artère pulmonaire droite. Elle peut se faire, ce Blaloc peut se faire par thoracotomie, par stérotomie. Ce qui va être très important pour le chirurgien, c'est de savoir si la crosse est à gauche ou si elle est à droite. Donc ça, c'est un élément du diagnostic échographique qui est vraiment fondamental pour pas que le chirurgien se retrouve dans l'embarras. La cure complète qui va consister à aller fermer la CIV et à élargir la voie pulmonaire, elle va être réalisée classiquement après plusieurs mois. Alors, il y a longtemps, enfin, on en parlera après, mais les indications ont vraiment beaucoup avancé et on est capable de faire maintenant des cures complètes précoces. Alors voilà en quoi ça va consister. Si on la cure complète, on a ici une ouverture du ventricule droit par l'infundibulum. On voit la CIV qui a été fermée de sorte à ce que l'aorte sorte complètement du ventricule gauche. Et puis, il va y avoir une ouverture par l'extérieur, à la fois de l'infundibulum et de la voie pulmonaire. Donc, une incision transinfundibulopulmonaire ou que infundibulaire ou que pulmonaire en fonction de la localisation de la sténose. Est-ce qu'il va falloir toujours inciser la valve pulmonaire? Alors ça, c'est de grande importance parce que si vous incisez la valve pulmonaire, cette valve va inévitablement fuir après la chirurgie. Ce n'est pas un problème en post-opératoire immédiat, mais vous le verrez avec Zach vendredi, c'est un problème dans le cadre du suivi et de la possible défaillance ou de la possible apparition de troubles du rythme à distance. Le chirurgien, il va calibrer la voie pulmonaire grâce à une bougie de Hegar et en fonction de cette calibration, il va ou pas inciser la voie pulmonaire. L'élargissement de la voie pulmonaire, elle peut se faire en grattant un petit peu quelques petites trabéculations dans le ventricule droit, mais elle se fait par l'extérieur en mettant un patch ici qui va être le plus petit possible parce que vous le verrez aussi avec Zach, le fait de mettre des grands patchs, ça peut être à l'origine de troubles du rythme ventriculaire par réentrée parce qu'il existe des isthmes de conduction un peu plus lentes. Mais c'est forcément un patch par l'extérieur qui va être mis pour élargir la voie d'éjection. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de l'importance de bien décrire l'anatomie coronaire, tout simplement parce que lorsqu'il y a une artère coronaire qui va venir croiser la voie pulmonaire, eh bien, le chirurgien ne va pas pouvoir inciser de façon normale. Autrement, il va aussi également inciser l'artère coronaire. Dans ces cas-là, il y a plusieurs méthodes pour respecter cette artère coronaire tout en supprimant l'obstacle, ou en contournant l'obstacle pulmonaire. On peut, par exemple, mettre un tube VDAP en fond au-dessus de l'IVA. Il peut venir décaler son incision infundibulaire, transpulmonaire. Voilà. Hop, alors, ça c'était un exemple pour vous montrer effectivement une artère coronaire là, qui venait croiser, encore un exemple d'une artère coronaire qui venait croiser la voie pulmonaire et qui a nécessité une autre technique. Alors depuis quelques années sont développées pour toutes ces formes qui ne sont pas simples et qui ne peuvent pas attendre plusieurs mois, soit parce que l'enfant a un petit poids de naissance, soit parce que il existe des sténoses qui sont très marquées dès la naissance. Eh bien, il y a différentes techniques. Alors, tout d'abord la chirurgie complète précoce et puis des techniques hybrides. Par exemple, ici, c'est un petit bébé qui devait faire moins de 2 kg, je crois, et qui avait une sténose pulmonaire extrêmement serrée. Faire un Blaloc sur un bébé de 2 kg, c'est pas toujours très simple, et on avait pris le parti de faire une technique hybride, c'est-à-dire que le chirurgien a fait une sternotomie, il a exposé le cœur, et après le cathétériseur est venu, ici vous avez l'aiguille, l'introducteur qui est venu injecter dans le ventricule droit, et on va le revoir ici, hop, ce tout petit infundibulum, ici vous voyez c'est cette
ce petit fibrilin qui vient vasculariser les artères pulmonaires, donc une cardiopathie qui était ductodépendante et pour lequel on avait décidé de ne pas faire de blalote parce que ça paraissait vraiment petit, les artères pulmonaires n'étaient pas non plus de grand calibre. Donc, le cathétériseur, toujours par son abord transventriculaire, est venu déployer un stent ici qui part du ventricule droit et qui va jusque dans l'artère pulmonaire. Et une fois le stent déployé, eh bien, on voit, donc c'est l'image en bas à droite, un bon résultat avec une angiographie qui montre une parfaite opacification des deux artères pulmonaires. Ça, c'est le contrôle péropératoire en échographie épicardique, qui montre le stent ici et puis un bon flux dans le stent. Donc ça, ce sont des techniques qui sont réalisables pour les enfants qui ne peuvent pas attendre plusieurs mois avant d'avoir la cure complète. Dans les tétraoïdes Fallot irrégulières, il existe les tétraoïdes Fallot où l'artère pulmonaire gauche est déconnectée. Alors ici, c'est un exemple. Donc, vous voyez ici la vue sous-costale avec l'aorte qui est à cheval. Et donc, on voit bien qu'on a une tétraoïde Fallot ici sur la vue sous-costale avec la sténose infundibulaire, la déviation du septum caudal qui va bien écraser la sténose infundibulaire. Et en fait, lorsqu'on se mettait en petit axe, pour cet enfant, on ne voyait pas d'artère pulmonaire gauche. On voyait bien une artère pulmonaire droite, mais pas d'artère pulmonaire gauche. Et effectivement, ça c'est le scanner qu'on a réalisé en pré-op. Donc on voit ici la crosse de l'aorte, un tout petit canal qui va se prolonger, qui est en voie de fermeture, qui se prolonge sur une artère pulmonaire gauche. Là, ici, on a l'infundibulum, le tronc de l'artère pulmonaire et l'artère pulmonaire droite qui part dessous. Donc, on a un Fallot atypique avec artère pulmonaire gauche qui naît de l'aorte par l'intermédiaire d'un canal artériel qui était en voie de fermeture. Donc, le traitement, ça a été celui-là, ça a été de stenter ce canal artériel pour assurer la bonne perfusion de l'artère pulmonaire gauche, donc sa bonne croissance, jusqu'à ce qu'on puisse faire une cure complète dans des âges tout à fait classiques. Je vous en parlais tout à l'heure. Initialement, les Fallot, la cure complète des Fallot a progressivement été avancée, puisqu'au début, on les opérait tardivement, parce que le diagnostic était tardif. Puis après, on les opérait après plusieurs mois de vie. Et maintenant, il n'est pas rare qu'on puisse voir des cures complètes, quel que soit le poids, à partir d'un poids de 3,5 kg, 4 kg, pour aller faire une cure complète, donc bien avant l'âge des 3 mois. Les formes régulières, c'est réparation complète d'emblée, donc à partir de 3 à 6 mois. Les formes régulières, mais qui présentent des malaises précoces, on propose une intervention palliative pour ne pas avoir pour sécuriser les choses, et puis on évite, nous, de mettre des bêta-bloquants féroces en prévention des malaises. Et les formes irrégulières, là, c'est vraiment à la carte. Le timing dépend des anomalies qu'on va rencontrer. Donc voilà pour les Fallot. Deuxième type de Fallot, ce que les anglo-saxons appellent tétranoïde Fallot avec atrésie pulmonaire, ce que nous on appelait avant atrésie pulmonaire à septum ouvert ou atrésie pulmonaire maintenant avec CIV, eh bien c'est quasiment la même chose. Donc ici on a un Fallot, le ventricule droit, la CIV conale qu'on voit ici, et puis la voie pulmonaire, donc le septum conal qui est bien venu vers l'avant et qui a rétréci la voie pulmonaire, cette valve pulmonaire qui est tricuspide, peut-être un peu épaissie, bon, on voit qu'elle s'ouvre. Dans l'atrésie pulmonaire avec CIV, il y a toujours la CIV avec le stylet qui passe dedans. Et puis, on voit ce septum conal qui est venu complètement barrer la chambre de chasse du ventricule droit. Cette valve, peut-être qu'elle existe, mais elle ne s'ouvre absolument pas. Et puis, on voit ici une toute petite artère pulmonaire. La classification, il y a 4 types d'atrésie pulmonaire avec CIV qui sont classiquement décrites. Le premier type, c'est lorsqu'il existe un tronc de l'artère pulmonaire. Alors, le plus souvent, il est assez petit, il finit en queue de radis, on appelle ça une mouette, tout simplement parce que lorsqu'on fait l'angiographie et qu'on voit les deux artères pulmonaires battre lors de la systole, eh bien, ça ressemble un petit peu à une mouette.
Le deuxième type, c'est lorsqu'il n'y a pas trop d'intrapulmonaire, mais deux belles artères pulmonaires qui sont vascularisées par un canal artériel. Et puis type 3 et 4, c'est lorsqu'il existe des collatérales systémico-pulmonaires, les MAPCA, soit associées à des artères pulmonaires natives, c'est le type 3, soit que des MAPCA, il n'y a plus d'artères pulmonaires natives. Et ça, effectivement, c'est la forme la plus complexe et la plus délicate à traiter. Donc, définition de la mouette, c'est lorsqu'il y a une confluence des artères pulmonaires. Cette confluence qui est, enfin, les artères pulmonaires qui sont plus ou moins hypoplasiques et qui vont alimenter un tronc plus ou moins hypoplasique. Les MAPCA, c'est les collatérales systémico-pulmonaires. Ces MAPCA, on les distingue en MAPCA non communicantes lorsqu'elles vascularisent un territoire pulmonaire isolé, c'est-à-dire qui n'est pas vascularisé par toute ou partie des artères pulmonaires natives. Et puis les MAPCA qui sont dites communicantes lorsque les AP natives viennent vasculariser ce territoire pulmonaire. Le diagnostic antinatal est évidemment possible. On va mettre en évidence une CIV cono-ventriculaire et puis une asymétrie de taille des gros vaisseaux avec une petite voie d'éjection droite ou une voie droite qu'on n'arrive pas à voir. Le diagnostic postnatal, ça sera une cyanose néonatale. Et puis souvent, il y a un syndrome dysmorphique qui est associé. Donc, voici une échographie fétale d'abso avec, comme tout à l'heure, là, une CIV conale et puis, je n'ai pas réussi à la repasser, mais sur la coupe 3 vaisseaux, une petite artère pulmonaire, peu importe. Dans les formes évoluées d'atrésie pulmonaire avec CIV, c'est-à-dire lorsqu'il existe soit un canal qui ne s'est jamais fermé, soit des collatérales, eh bien, on va voir les mêmes signes de cyanose chronique, à savoir un hypocratisme digital, et puis l'auscultation deux souffles continus dans le dos qui vont correspondre à ces MAPCA, puisque c'est une perfusion systolo-diastolique. L'échographie, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Le scanner et le EKT ne sont pas systématiques, mais on va les demander facilement en fonction de la qualité d'échographie, selon le type de chirurgie envisagée, puis selon la séquence du traitement. Par rapport à tout à l'heure, par rapport à un tétraloïde phallo, on avait la même CIV en parastérique grand axe, la même CIV avec aorte à cheval, mais quand on se met en petit axe, donc on a toujours cette anneau aortique, la CIV, la déviation du septum conal, sauf que cette fois-ci, on ne voit pas de passage de sang entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire. Alors là, ici, on a l'impression, mais on ne sait pas trop si c'est du canal artériel ou si c'est une artère pulmonaire, mais en tout cas, il n'y a pas de passage VDAP. Donc, il y a bien une atrésie de la valve pulmonaire. Coupe suprasternale, eh bien, sur l'aorte ici, on va voir ici un gros canal artériel très chantourné, très sinueux, qui va venir vasculariser les artères pulmonaires. Donc on est dans un type 1 ou un type 2. Et puis ici, ne pas oublier, l'image est de très mauvaise qualité, mais c'est pour vous montrer les artères coronaires qui peuvent aussi être anormales, avoir des trajets complètement anormaux dans les atrésies pulmonaires avec CIV, avec ici une IVA qui va complètement passer devant la voie pulmonaire. En KT, hop, je ne sais pas si je peux arrêter, ouais, hop, voilà. En KT, donc une aortographie qui va venir injecter par voie rétrograde le tronc artériel pulmonaire. Ici, on a un gros canal qui va venir vasculariser, les deux artères pulmonaires. Il ne semble pas exister de tronc d'artère pulmonaire, donc on est plutôt ici dans un type 2. Et vraisemblablement, c'est entre un type 2 et un type 3, parce que je crois qu'il existe, pour ce cas-là, des petites collatérales. On va le revoir, je vais la laisser repasser. Je pense qu'il existe quelques petites collatérales, mais globalement, c'est un type 2 où il existe deux belles artères pulmonaires natives qui sont vascularisées par un canal artériel. Le scanner, il peut être intéressant pour aussi mettre en évidence les MAPCA. Ici, on a une jolie MAPCA, une autre MAPCA, des MAPCA un peu partout. Et pour bien visualiser les artères pulmonaires, ce n'est pas toujours facile à l'échographie. Alors, je vais essayer d'arrêter. Hop. Tac. Voilà.
Si vous voyez les petites artères pulmonaires, je vais vous remettre. Donc là, on est plutôt face à un type 3. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait de canal artériel. On va regarder. Il y a plein de petites MAPK. On voit 2 belles artères pulmonaires. Peut-être qu'il y a un canal, mais bon, c'est plutôt un type 3 ici. La prise en charge à la naissance, toujours naissance en milieu spécialisé, transfert en cardiopédiatrie si ce n'est pas sur place, mise sous prostine à dose minimale efficace, l'oxygène ne sera pas très efficace et il n'y a pas d'intubation systématique puisque c'est une cardiopathie cyanogène, ce n'est pas forcément l'intubation qui fera remonter la saturation. Poursuite de la prostine si c'est une forme ductodépendante, sinon arrêt de la prostine, et puis on va surveiller jusqu'à la chirurgie en cas de ductodépendance. Si c'est une abso avec beaucoup de collatéral pour lequel on n'a pas de doute quant à la ductodépendance, on peut peut-être envisager un retour à la maison jusqu'à la prise en charge chirurgicale. Bon, ça on va passer. Les réparations. Le principe, ça va être de fermer la CIV et puis de rétablir une continuité entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire. Le problème, c'est que ce n'est pas toujours simple de rétablir la continuité VDAP. Et on peut, alors lorsqu'il s'agit d'une forme de type 1, oui, il suffit de remettre un patch VDAP, de fermer la CIV, c'est relativement facile. Mais dès lors qu'il existe des MAPK, eh bien, il va falloir savoir si elles sont communicantes ou non communicantes. Une MAPK communicante, finalement, le territoire vascularisé est aussi vascularisé par une artère pulmonaire native. Donc, on peut aller vraisemblablement l'emboliser. Une MAPK non communicante, il n'y a qu'elle qui vascularise le territoire en question. Il va falloir avoir une stratégie d'unifocalisation. C'est-à-dire que, par exemple, ici, on a des MAPK qui vont vasculariser le territoire lobaire supérieur gauche. Eh bien, il va falloir, au prix en général de chirurgies successives, venir les unifocaliser, les remettre, les reconnecter aux artères pulmonaires natives pour que, in fine, tout part des artères pulmonaires natives, toujours dans l'optique de rétablir une continuité VDAP. Alors, le chirurgien peut venir les suturer directement sur les artères pulmonaires et puis parfois il est obligé d'interposer des petits tubes synthétiques, voire même des gros tubes synthétiques, et ça peut être extrêmement compliqué. Alors là, c'est une abso de type 3 où l'unification est possible sur les artères pulmonaires, mais une abso de type 4, c'est un énorme chantier, c'est pas forcément jouable. Et par exemple, ici, c'est une stratégie où les MAPK, qui sont de belle taille, vont être unifocalisés sur un tube, et ce tube va être alimenté par un blaloc, un semblant de blaloc, puisqu'il ne s'agit pas d'une artère pulmonaire native. Tout ça pour que les artères pulmonaires se développent suffisamment pour qu'on puisse aller ouvrir cette voie VDAP et surtout fermer la CIV. Un réseau artériel pulmonaire de petite taille avec une CIV fermée, on augmenterait considérablement la post-charge du ventricule droit. C'est des défaillances post-opératoires qui sont précoces. Donc parfois, ce que l'on fait aussi, c'est d'aller ouvrir cette voie pulmonaire en misant sur une croissance ultérieure des artères pulmonaires. On laisse la CIV ouverte le temps que la voie pulmonaire se développe. Donc, cure complète avec ou sans tube VDAP, selon la distance entre l'infundibulum et la motte pulmonaire. Le tube est ou non valvé, et voilà à quoi ça ressemble. Ça ressemble fortement à une chirurgie de Fallot lorsqu'il existe un tronc d'artère pulmonaire, et c'est complètement différent lorsqu'il n'existe que des MAPK. Voilà pour l'atrésie pulmonaire avec CIV. Bon, je pense qu'on est pas mal dans les... La génésie des voiles pulmonaires, c'est encore une forme cousine. Donc, tétralogie de Fallot avec agénésie de la valve pulmonaire, selon les anglo-saxons. C'est rare comme cardiopathie. Le diagnostic anténatal est évidemment possible. Et là, ce qui est marquant, c'est que la symptomatologie elle va être essentiellement respiratoire à la naissance du fait d'une compression des bronches. Le pronostic vital, du coup,
Il est engagé dans la première année de vie surtout, mais une fois la chirurgie passée, le pronostic est relativement bon. Donc c'est une cardiopathie conotroncale associée au syndrome de Dijorge fréquemment. Et l'anatomie, en fait, c'est l'absence de valve pulmonaire, ou tout de moins une valve pulmonaire qui se réduit à la présence de moignons, de feuillets qui sont très petits, très rétractés, très épaissis. Donc c'est un moignon de valve pulmonaire qui fait que cette valve elle va dysfonctionner à la fois dans le sens où elle va être sténosante et fuyante. Alors l'hypothèse étiologique, c'est une hypothèse parce qu'il existe des agénésies des valves pulmonaires avec canal artériel vu en anténatal, mais globalement, en général, il y a un canal artériel qu'on ne retrouve pas. Et l'hypothèse, ce serait qu'il y ait une fermeture prématurée du canal artériel, très prématurée du canal artériel, qui contraint la circulation fœtale à passer dans un lit artériel pulmonaire qui est relativement résistant. Donc finalement, ça va créer une dilatation du tronc intrapulmonaire et du branche pulmonaire. Mais ça n'explique pas la CIV conale. Et voilà, donc on ne sait pas trop sur l'embryologie, mais ça fait partie des cardiopathie conotroncale. Donc ici on a une angiographie où on voit ici le ventricule droit qui est opacifié, la valve pulmonaire qui devrait se situer par ici, puis on voit une dilatation majeure du tronc de l'artère pulmonaire qui peut s'étendre jusqu'au île et qui peut être responsable d'une compression plus ou moins importante des bronches. Il y a une CIV par mal-alignement. Et cette CIV a chanté droite-gauche si la sténose sur l'anneau pulmonaire, si l'anneau pulmonaire est très hypoplasique, mais en règle générale, cette CIV ne va pas beaucoup chanter droite-gauche, ou elle chante de façon bidirectionnelle, voire même parfois uniquement gauche-droite, ce qui permet une réparation relativement tardive. Donc voici ce que ça donne en échographie fœtale. Toujours cet aspect de CIV conale avec un gros vaisseau à cheval sur la CIV. Et puis lorsque là, c'est une coupe petit axe, on voit ici la valve, donc le septum conal là, qui est dévié, et on voit la valve pulmonaire là, on ne la voit pas s'ouvrir, elle est très épaisse, l'anneau semble petit, et puis surtout, on voit qu'une sténose est d'ores et déjà une fuite. Donc ça, c'est une tétraloïde Fallot avec agénésie de la valve pulmonaire, qui n'est pas sévère, puisque le tronc intrapulmonaire est peut-être un peu dilaté, mais pas de façon massive. La détresse respiratoire, elle survient précocement lorsqu'elle survient. Elle est due à la compression par le tronc ou une des branches de l'artère pulmonaire des bronches, et ça donne des troubles de ventilation qui sont marqués. Le traitement à la naissance lorsque ça survient, parce que ça peut engager le pronostic vital, ça va être évidemment d'intuber l'enfant, mais ça ne permet pas forcément de lever la sténose bronchique. Mais ce qui va bien les améliorer, c'est de les mettre en décubitus ventral, parce que l'artère pulmonaire va du coup être un peu plus projetée en avant et va libérer un peu les bronches. La cyanose, du coup, elle est de deux origines, cardiaque, s'il y a un obstacle droit important avec la CIV champ droite-gauche, et puis respiratoire, si la compression bronchique fait qu'il y a une mauvaise ventilation alvéolaire. À l'auscultation, on va entendre un double souffle systolo-diastolique, et pas un souffle continu. Et puis l'insuffisance cardiaque est relativement rare. Alors le double souffle systolo-diastolique, ça signe à la fois une sténose et à la fois une insuffisance valvulaire, et c'est complètement différent du souffle continu qui, lui, le souffle continu signe soit une fistule artério-veineuse, soit un canal artériel persistant, soit une fistule coronaire-cardiaque, soit une MAPK. Le double souffle systolo-diastolique, il va être retrouvé dans les agénésies des valves pulmonaires, dans les troncus avec valve troncale fuyante, dans les syndromes de Lobry-Pedzi, où il y a une CIV mais qui est responsable d'une fuite aortique, et puis dans les tunnels VG-aorte. À la radiographie thoracique, la génésie des valves pulmonaires sont présentes avec un cœur de volume normal. En revanche, alors je ne sais pas si on voit bien, parce que peut-être qu'on gêne un peu, voilà. Il y a ici, vous voyez, on peut voir une dilatation majeure, plus ou moins marquée, mais ici majeure, du tronc de l'artère pulmonaire. On imagine très bien que les bronches dessous vont être tellement comprimées qu'on peut voir même des zones emphysémateuses. La vascularisation pulmonaire est normale ou diminuée. L'échographie, je vais vous montrer à quoi ça correspond. Alors là, je ne sais pas si... Tac, non, ça ne marche pas. Donc l'échographie, c'est une image fixe, pardon. CIV avec aorte à cheval. Et puis voici une coupe sous-costale.
où l'on voit l'aorte ici, c'est la même coupe que pour le phallo. Le septum conal qui est un peu dévié, mais pas massivement. Il n'y a pas de sténose infundibulaire. En revanche, on voit clairement que cette valve pulmonaire, elle est toute petite. On ne distingue pas bien les feuillets valvulaires, c'est des moignons. Elle est sténosante et elle fuit. Donc ça, c'est une agénésie de valve pulmonaire. Voilà ce que ça donne en coupe parasternale petit axe plus classique, avec la coupe centrée sur l'aorte ici. On visualise la CIV, le septum conal qui est dévié, et puis cette valve qui est à la fois sténosante et qui fuit. La sténose et la fuite en Doppler. Alors, on en a parlé. L'évolution, ça peut être l'asphyxie rapide à la naissance en cas de dilatation massive des artères pulmonaires. Mais globalement, si ce n'est pas le cas, le diagnostic il est plutôt bon. Et la stratégie chirurgicale, bien évidemment, dépend de la forme et de l'âge de survenue. On peut tout réparer normalement en un temps. Ce qu'il va falloir faire impérativement au moment de la chirurgie, c'est une fibroscopie trachéobronchique péropératoire pour visualiser les sténoses, les zones de sténose, parce qu'après, ça peut être, ces patients ils vont se compliquer de sténose bronchique résiduelle qui peuvent nécessiter des gestes de chirurgie thoracique pour lever ces sténoses. Bon, c'est la même chirurgie globalement que le phallo, avec élargissement de la voie et fermeture de la CIV. Voilà, donc pour les agénésies des valves pulmonaires, eh bien, on a tout dit. Et je pense qu'on va finir avec le tronc artériel commun. Le tronc artériel commun qui est encore une cardiopathie conotroncale, la CIV conale typique. Et la définition, c'est dû au fait qu'il n'y a pas eu de septation aortico-pulmonaire. Donc, il n'y a pas eu de septation, la septation conale est anormale puisqu'il y a une CIV conale, mais il y a eu un défaut de septation aortico-pulmonaire qui fait qu'il n'existe qu'une seule valve, une valve unique qu'on appelle valve troncale, et que l'artère pulmonaire va naître, l'artère pulmonaire et l'aorte vont naître à partir de ce tronc commun. Alors, voici à quoi ça ressemble anatomiquement. Ici, c'est le troncus qui est ouvert, donc la valve ici troncale qui a été ouverte, qui paraît tricuspide, une cuspide ici, une cuspide là, une cuspide là, deux orifices coronaires, donc ici on est bien sur l'aorte, et puis les deux artères pulmonaires avec un tronc qui va naître ici du côté de l'aorte. Donc ça c'est un troncus de type 1, on va voir la classification après. C'est relativement rare finalement, parce que c'est 1,4% des cardiopathies congénitales. C'est bien évidemment accessible au diagnostic anténatal, et puis c'est souvent associé à un syndrome de Dijorge. Donc la CIV troncale est large. La valve troncale est en règle générale cuspide, mais elle peut être bi- ou quadricuspide. Cette valve, tout le pronostic du troncus, il va être sur la valve troncale, sur sa fonction. La naissance des branches pulmonaires, elle est variable, et c'est ce que Van Prague a décrit dans sa classification. Les anomalies coronaires, comme dans toutes les cardiopathie conotroncales, elles peuvent exister. Il peut y avoir une crosse aortique droite. Alors, hop, je ne sais pas si on voit bien. Tac, voilà. Le troncus de type 1, eh bien, donc il y a une valve troncale. Il existe un tronc de l'artère pulmonaire et deux branches pulmonaires qui sont confluentes, et ce tronc va naître sur le côté en général de l'aorte. Dans le type 2, il n'y a pas de tronc de l'artère pulmonaire. Chaque artère pulmonaire naît séparément de l'aorte. Alors le troncus de type 1, c'est le plus fréquent. Le troncus de type 3, eh bien, il existe une artère pulmonaire droite qui va naître du côté de l'aorte classique, et l'artère pulmonaire à gauche, elle va naître de l'aorte descendante et pas de l'aorte ascendante. Elle naît ici de l'aorte descendante après l'artère sous-clavière gauche. Et puis le type 4, c'est l'association d'un troncus de type 1, mais avec une interruption de l'arche aortique. Alors plutôt ici, une interruption de l'arche aortique, qui fait que ici on a l'aorte avec les troncs
les premiers troncs supra-aortiques, l'artère pulmonaire droite, l'artère pulmonaire gauche, et puis l'aorte descendante va naître ici de l'artère pulmonaire gauche. Alors, c'est vraisemblablement du canal artériel qui est entre les deux, et l'artère sous-clavière gauche naît ici. Donc, le type 4, c'est un type 1 associé à une interruption de l'arche aortique, et dans 90% des cas, il y a une délétion 22Q1.1 qui est associée. À l'échographie fétale, on a toujours la CIV avec aorte à cheval. Ici, on voit une valve troncale qui est très large, très dilatée, hop, et deux vaisseaux qui naissent après cette valve. Ici, c'est un tronc d'artère pulmonaire qui est relativement large. Ici, c'est l'aorte. Alors, c'est une cardiopathie évidemment à sang mélangé et qui va se caractériser par le fait que les enfants vont être symptomatiques très vite parce qu'il va y avoir un hyperdébit pulmonaire très rapidement. Alors, on dit classiquement, à partir de 3 semaines, un mois de vie, quand la résistance vasculaire pulmonaire diminue. Mais en pratique, c'est des enfants qui peuvent défaillir très vite dans la première semaine de vie, tellement le shunt est important. Et donc, on va avoir une augmentation du débit pulmonaire avec la baisse des résistances vasculaires pulmonaires. Et vous savez, l'artériolite pulmonaire due au shear stress chronique va se développer très rapidement à partir de 6 mois de vie. Et ces enfants qui, s'ils ne sont pas traités précocement, développent un syndrome d'Eisenmenger. Le diagnostic anténatal, évidemment, est possible. À la naissance, on a une cyanose, un souffle systolique, un double souffle si la valve troncale fuit, des signes d'hyperdébit pulmonaire qui vont apparaître très rapidement, et puis on va rechercher évidemment les signes on va rechercher un syndrome polymalformatif, les dysmorphies faciales, les autres signes. L'échographie transthoracique va affirmer le diagnostic, CIV conotroncale, et puis on va voir, on ne verra jamais l'artère pulmonaire, l'artère pulmonaire va forcément naître, ou les artères pulmonaires vont naître de l'aorte. L'analyse de la valve troncale, elle est essentielle. Analyser le nombre de feuillets et puis surtout la fonction, savoir si elle est fuyante et ou sténosante, c'est très important, puisque après la chirurgie, après la réparation, c'est cette valve-là qui vont garder en position aortique. Donc, s'il y a déjà une fuite qui est majeure, que cette valve fuit la rage, on imagine que le pronostic va être moins bon que si cette valve est de bonne fonction avec des feuillets très fins. La disposition coronaire doit être à évaluer, le retentissement, les lésions associées, classique. Alors, ouais, ça ne marchera pas, mais toujours cette CIV avec aorte à cheval. Et puis, médiane trouvé. Ici, sur une coupe petit axe, on voit le départ de l'aorte, et puis ici, sur le côté, le tronc de l'artère pulmonaire droite, l'artère pulmonaire gauche. Est-ce que ça marche? Non. Vue sous-costale, la valve troncale ici, qui d'emblée, on voit qu'elle est épaissie, l'aorte, et puis sur le côté, naît le tronc de l'artère pulmonaire. Voilà, des boucles qui marchent. Parasternal grand sac classique, cardiopathie conotroncale. Parasternal taxe, on voit la valve qui bicuspide, très épaissie, valve troncale très épaissie. Et puis, si on monte un petit peu sur les vaisseaux, eh bien, on voit ici, ça c'est l'aorte, et puis les deux artères pulmonaires qui naissent de la face latérale de l'aorte. C'est un tronc artériel commun de type 4. De type 1, pardon. Tronc artériel commun de type 4, toujours le fait que c'est une cardiopathie conotroncale, c'est UV conale avec aorte à cheval. Ici, l'aorte ici, l'artère pulmonaire qui naît du côté de l'aorte. Et puis, c'est bizarre, toujours l'artère pulmonaire gauche ici, on voit l'aorte qui semble naître de l'artère pulmonaire à côté de l'artère pulmonaire gauche. Et si on regarde les troncs supra-aortiques, enfin le départ de l'aorte ascendante, on voit qu'il y a une interruption avec seulement les deux premier tronc supra-aortique, et puis il n'y a pas de continuité ici entre l'aorte descendante là et l'aorte horizontale ici. Enfin, elle n'est même pas horizontale puisque c'est que de l'aorte ascendante. Donc, le tronc artériel commun de type 4 qui associe le type 1 ici, l'artère pulmonaire qui vient bien de la face latérale de l'aorte, et une interruption de l'arche aortique, donc du coup, l'aorte descendante qui va naître soit de l'artère pulmonaire gauche, soit juste à côté.
La prise en charge préopératoire de ces enfants, eh ben, ça va être d'essayer de contrôler l'hyperdébit pulmonaire en jouant sur les résistances vasculaires systémiques et pulmonaires. Les diurétiques, parce que très rapidement, ils ont des signes congestifs, et puis surtout, d'aller prendre en charge chirurgicalement précocement, avant 1 mois, parce que ces enfants défaillent très très rapidement. Le devenir à long terme, bien la survie elle est à peu près de 80% à 20 ans. C'est pas si génial que ça. On a quand même 20% qui sont morts entre-temps. Et puis, lorsqu'on regarde de façon un peu plus finement, eh bien, si on regarde le nombre de réinterventions, à 5 ans, il y en a seulement 40% qui n'ont pas été réopérés. Tous les autres vont avoir une intervention parce qu'il y a une sténose sur une des branches pulmonaires, la valve troncale dysfonctionne grandement, il y a des CIV résiduels, il y a plein de choses possibles. Donc, c'est une cardiopathie qui est complexe et qui peut être difficile à traiter. Ce n'est pas du tout le même pronostic que pour une tétralogie de Fallot, par exemple. Donc, voilà, et je crois que c'est tout pour moi, parce que ça, je vais laisser la primeur à Zach de vous présenter ça vendredi. C'est tout ce qui est revalvulation, du rythme, devenir de ces cardiopathies congénitales évoluer, enfin, une fois qu'ils sont opérés à l'âge adulte. Voilà, donc j'ai fini. Si vous avez des questions, écoutez, je suis à vous. Alors, je vais essayer de regarder, de retrouver le petit truc. Ouf. Là, voilà. Les vidéos. Vite. Afficher la vidéo. Non, c'est pas ça. Mais si vous avez des questions, peut-être me les poser maintenant parce que j'arrive pas à retrouver les petits chats là. Pascal, t'es dans le coin? Ah, c'est peut-être là. Open Super Chat. Ok. Non, c'est pas ça. Ah voilà, c'est là. Plus conversation. Ah voilà, j'ai retrouvé les. Alors, on commence dans l'ordre. Donc, plus de son, plus d'image, c'est bon, non. Quelle était l'anomalie coronarienne sur la séquence écho précédente en live? Oups. Je pense que c'était une IVA qui naissait de la coronaire droite. Je vais essayer de la retrouver. Alors. On va mettre celle-là, et là, et là. Si c'est celle-ci dont vous parlez, c'était une IVA qui naissait de la coronaire droite. Donc la coronaire droite qui a un ossia qui est très 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 déplacé, mais ici, et puis l'IVA naissait ici de la coronaire droite. Donc ça, je pense, l'anomalie coronarienne. Le phallorose n'est pas un réel fallo régulier, mais juste une CIV conoventriculaire. C'est bien ça. Ouais. Le phallorose, c'est le fait que la déviation antérieure et droite du septum conal n'a pas été suffisante pour créer un obstacle sur la voie pulmonaire. Donc du coup, on se retrouve avec une CIV conale, mais sans protection pulmonaire, ou avec une toute petite protection pulmonaire. Si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Hein. Bon. L'autre question de Slimouche. Le Blaloc n'est pas réalisé systématiquement. En général, on peut attendre la cure complète. Oula, on ne s'est pas compris. Est-ce que tu veux bien prendre la parole, là, s'il te plaît? Oui, vous m'entendez? Ouais. C'est quoi ta question? Ah non, en fait, je vous avais répondu à la question dans la suite du cours. D'accord. Donc évidemment, le Blaloc, hein, c'est une intervention palliative pour certaines formes. Oui, Pour oui. la forme régulière classique, c'est cure complète. Alors après, ça dépend des centres. Relativement tôt, avant 3 mois pour certains centres. Autrement, on attend 6 mois, 8 mois si l'enfant va très bien. Voilà. Oui, bien sûr. D'accord, merci.
De rien. Alors, technique hybride, quelle taille de stent possible, comment le calibrer? Alors ça, donc c'est Laurence. Ce que je te propose, c'est de poser la question à Zacharia vendredi, parce que c'est en pratique, c'est lui qui avait fait cette technique-là que vous avez vu, que je vous ai montré. Les stents qu'ils ont mis, je pense que c'est des stents coronaires, parce que c'était un tout petit bébé. Hein. Mais tu leur poseras la question vendredi, si tu veux bien. Alors, pouvez-vous réexpliquer les MAPK communicantes et non communicantes? Mais bien évidemment. Alors, ça va être par ici. Non, c'est pas là, c'est là, c'est là, c'est là. Voilà. Alors, les MAPK communicantes, ça veut dire que le territoire pulmonaire qui est vascularisé par ces MAPK est également vascularisé par de l'artère pulmonaire native. Donc, il y a une circulation mixte qui naît de la MAPK, donc c'est la circulation bronchique, et de la circulation des artères pulmonaires. Une MAPK non communicante, il n'y a que la MAPK qui vascularise ce territoire pulmonaire. Ce qui veut dire que si tu occlues, si tu embolises une MAPK non communicante, le territoire il est mort. À l'inverse, tu peux aller emboliser une MAPK communicante, puisqu'il sera quand même vascularisé ce territoire par de l'artère pulmonaire native. Donc la stratégie diffère en fonction qu'on ait une MAPK communicante ou non communicante. MAPK communicante, on peut aller emboliser, parfois il faut aller emboliser parce que cette vascularisation qui naît de l'artère bronchite, elle est à haut débit et puis elle peut être responsable d'hémoptysie plus tard. Les MAPK non communicantes, pour ne pas perdre le territoire, il va falloir les unifocaliser, il va falloir les récupérer pour venir les rebrancher in fine sur le réseau artériel pulmonaire natif. C'est clair? Donc c'était Alison qui avait posé la question. Oui, très clair, merci beaucoup. Ok. Après, Mélanie, quand une abso n'est pas ductodépendante, c'est donc qu'il y a forcément des MAPK. Formulé autrement, si une abso n'est pas ductodépendante, c'est forcément grâce au MAPK. Oui. Oui. Puisqu'il n'y a pas de passage VD-AP, donc la vascularisation pulmonaire ne peut se faire soit que par le canal, soit par les MAPK. Parfois, on a les deux, c'est ça qui est difficile. On a un canal et on a des MAPK. Et dans quelle proportion le débit qui arrive par le canal et qui vascularise l'artère pulmonaire est plus ou moins important que celui qui arrive par les MAPK. C'est ça la difficulté. Et puis je vais finir en ajoutant que dans un certain nombre de cas, il est difficile de faire la différence entre un canal et une MAPK. Et donc il est difficile de savoir si on peut se permettre de renvoyer cet enfant à la maison et que ce canal MAPK se ferme, parce que s'il se ferme et qu'il apporte un débit conséquent, ça va mal se passer. Donc c'est déjà arrivé, hein. Il y a des centres qui faisaient ça, qui renvoyaient les enfants en se disant bon, c'est pas un canal, c'est une grosse MAPK, et puis un mois après, il fait la mort subite à la maison. Donc voilà, en espérant avoir bien répondu à ta question, Mélanie. J'imagine que oui. Alors, question de Laurence. Différence anatomique entre l'atrésie et l'agénésie pulmonaire. Il y a un anneau pulmonaire hypoplasique dans les deux cas. Comment fait-on la différence en ETT? C'est la première question. Donc, dans l'atrésie pulmonaire, il y a ou non un anneau pulmonaire. Dans l'atrésie de type 1, oui, il y a une valve pulmonaire qui est imperforée en général. Dans les autres atrésies pulmonaires, il n'y a pas d'anneau pulmonaire. Dans l'agénésie valvulaire pulmonaire, il y a bien évidemment un anneau qui est plus ou moins hypoplasique. Parfois, il n'est pas du tout hypoplasique. Et parfois, il est très hypoplasique. Mais en tout cas, il y a un passage entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire. Donc, dans l'atrésie pulmonaire, il n'y a pas de passage VDAP en écho. Dans l'agénésie pulmonaire, il y a un passage VDAP. Physiopathologie du phallo-rose avec SAT supérieur à 95%. FOP, shunt, gauche-droite, quel sens du shunt sur la CIV, gauche-droite malgré la sténose? Alors, le phallo-rose, je redis, c'est une CIV conoventriculaire avec une sténose sur la voie pulmonaire qui est soit absente, soit très peu marquée. Donc, c'est une CIV sans sténose ou avec sténose protectrice, on va dire. Évidemment, le shunt, dans ces cas-là, il est gauche-droite par la CIV et le FOP, il va aussi shunter gauche-droite.
C'est bon pour la réponse? Pour les deux réponses consécutives? Oui, c'est bon, merci. Ok. Alors, quel est l'impact clinique du point de vue hémodynamique pour le type 4 par rapport à d'autres types? Alors, le type 4 de quoi? C'était Techno AX8 qui posait la question. Type 4 d'abso, type 4 de... Ah oui, d'autant plus qu'il y a rupture de l'arc aortique. Quel est l'impact clinique? Pas grand-chose parce que c'est une cardiopathie ductodépendante. Donc cliniquement, ça va pas changer grand-chose. C'est-à-dire que si le canal si le canal se ferme, il y a à la fois il y a une interruption de l'arche. Donc ça reste une cardiopathie ductodépendante. C'est plutôt l'impact chirurgical. Ça va pas du tout être la même réparation. D'accord. Autre question, quel est le timing chirurgical des absos comme un phallo? En fait, ça dépend de la forme d'abso. Donc, on a le schéma ici. Une abso de type 1, donc la vascularisation pulmonaire, elle va se faire par le canal. Il est bien évident qu'on va pouvoir attendre 3 mois pour faire une cure complète, parce que ça voudrait dire 3 mois sous prostine. Donc, il y a plusieurs possibilités. On peut très bien venir faire un Blaloc pour continuer à vasculariser les artères pulmonaires pour qu'elles grandissent et puis en attendant une cure complète. On peut très bien aller stenter le canal artériel, toujours dans la même optique pour attendre la cure complète. Et puis il y a certaines équipes qui proposent une cure précoce. Si tant est que les artères pulmonaires sont de bon calibre, qu'il y a un tronc d'artère pulmonaire bien développé, ils font une cure précoce complète. Évidemment, dans les absos de type 4, c'est complètement différent. Qu'est-ce qu'on va pouvoir leur proposer à ces enfants? Eh bien, ça va être toute une stratégie d'unifocalisation et de création des artères pulmonaires qui est complètement extrêmement difficile, complètement à risque. Et c'est pour ça que ces absos de type 4, en général, on va proposer une interruption médicale de grossesse avant la naissance. Dans les absos de type 2 et type 3, voilà, il va falloir promouvoir la croissance des artères pulmonaires, parce qu'elles sont en général un peu petites. Donc, on va apporter du débit dans ces artères pulmonaires en faisant en général un Blaloc. Et puis après, on va reconstruire, remettre en continuité avec le ventricule droit, réunifocaliser. Et ça dépend un peu de chaque patient, ça dépend un peu de la croissance des artères pulmonaires, en suivant de très près, en faisant des imageries type scanner ou en faisant des KT pour notamment calculer l'indice de Nakata. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un indice qui va calculer la surface des artères pulmonaires qu'on va rapporter à la surface corporelle et qui va nous dire si la cure complète est possible parce qu'on va aller fermer la CIV et si la post-charge ne sera pas trop élevée du fait d'artères pulmonaires trop petites pour permettre cette fermeture de CIV. Donc, en pratique, le timing chirurgical, il dépend complètement d'un patient à l'autre. Alors, c'est sûr, dans les absos de type 1, on va se rapprocher d'une tétralogie de Fallot avec intervention palliative à la naissance. Donc, ça, c'était Margot qui posait la question. Est-ce que ça a répondu à ta question, Margot? Oui, c'est tout bon. Ok. Et dernière question, mais je crois que j'y ai répondu. En pratique, comment faire la différence entre MAPK et canal? C'est hyper difficile, sachant qu'il y a des canaux qui peuvent avoir une naissance un peu particulière, qui peuvent naître de la concavité de la crosse, qui peuvent naître d'un peu partout. C'est extrêmement difficile de faire dans les absos, de faire la différence entre MAPK et canal, d'autant que les canaux, ils vont être complètement tortueux, donc comme des MAPK. Alors, pour autant, si on se retrouve face à une atrésie pulmonaire avec CIV de type 1 ou de type 2, donc on ne voit qu'un seul gros vaisseau qui va venir alimenter des artères pulmonaires, on se dit quand même là, c'est un canal artériel. Et dans ces cas-là, je ne pense pas qu'il faille prendre le risque de les renvoyer à la maison et voir si ça se ferme tout seul ou pas. Dernière question à l'instant de Mélanie. Comment une interruption de l'arche aortique peut ne pas être ductodépendante? Elle est ductodépendante. Je n'ai pas dit le contraire, je ne crois pas. Mélanie, j'ai dit autre chose? Non, c'est juste au début, effectivement, j'ai cru à un moment voir quelle cardiopathie conotroncale pouvait être ductodépendante. Dedans, il y avait du coup l'abso, le phallo, et il y avait aussi interruption de l'arche, mais peut-être que c'était moi qui ai mal interprété. Je ne sais pas, ou alors c'est une erreur dans ma diapo. Attends, je la remets. Tac. Cardiopathie. Possiblement, voilà. Non, c'est très sûrement ductodépendant. Voilà, c'est une erreur, pardon. Merci.
Et voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, même si vous voulez à l'oral?